coordinateur, comme les précédentes sessions et les sessions aussi à venir là, pour les 5 prochains mois. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Nathan Cher, qui est expert en gamification. Donc voilà, un sujet un peu plus particulier, un peu plus précis aujourd'hui qu'on va aborder. Voilà, le sujet de la gamification. Donc je vais laisser Nathan vous en parler juste après. Donc voilà, pour rappel, nous on est l'accélérateur du numérique, donc on propose des formats de coaching, de formation en e-learning via des webinaires, des bootcamps, des cours particuliers. Donc voilà, je pense que vous nous connaissez. Je remettrai le lien du site dans le chat durant le webinaire. Voilà, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Donc on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. On aura 10-15 minutes de questions-réponses à la fin où Nathan prendra toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, surtout qu'aujourd'hui on est un peu moins que d'habitude, donc on peut rendre vraiment cette session assez interactive. Donc voilà, le webinaire sera bien entendu en replay, donc il sera mis sur le site de l'accélérateur du numérique et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à interagir avec le chat. Et voilà, pour moi tout est bon. Je vais laisser Nathan du coup prendre la main et nous présenter le sujet de la gamification. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'appelle la gamification. Pour vous dire un peu, on va avoir du coup à peu près 45 minutes pour en parler. Et moi, mon but, c'est que vous ressortiez de cette session en ayant compris qu'est-ce que c'est que la gamification, c'est quoi les bases, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on en parle, et surtout un début de piste pour que vous vous sentiez capable au moins de faire les recherches dans le but de l'utiliser. Donc c'est un vaste sujet, on va pas avoir beaucoup de temps. Pour me présenter un peu, moi je m'appelle Nathan Cher. Aujourd'hui donc je suis expert en gamification et de par mon parcours, j'ai pu travailler sur des sujets où j'ai intégré la gamification, que ce soit sur des biens, des services, de l'innovation managériale, parce que comme on va le voir, la gamification, c'est pas uniquement du numérique, c'est pas uniquement du serious game, c'est bien plus. Donc souvent, moi, je commence ces conférences en parlant justement, en se demandant qu'est-ce que c'est que la gamification. Et la plupart du temps, justement, la plupart des gens nous disent, mais en fait, la gamification, c'est du numérique, c'est justement des jeux vidéo, ce genre de choses. Et j'aimerais réussir à casser dans votre esprit cette image pour vous montrer justement qu'on peut faire de la gamification simplement avec même du papier ou simplement la voix. Pour commencer donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle de la gamification? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une conférence sur ce sujet? Bah, aujourd'hui, on s'aperçoit que la gamification, depuis 2010, c'est là que finalement la définition est arrivée, on peut le voir sur Google notamment, que le mot-clé a commencé à être recherché, bah, on s'aperçoit que c'est un trend qui a explosé. Il y a des raisons à ça, notamment ça a explosé dans les milieux professionnels. Je pourrais vous citer par exemple la saturation des marchés. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des marchés sont extrêmement concurrentiels et que ce soit par le développement du numérique, des outils en général, qui est permis en fait à différents acteurs de pouvoir s'intégrer sur un marché, qu'il soit de grande ou de petite taille, eh bien en fait, la gamification, comme on va le voir, ça va permettre finalement de contourner cette saturation du marché pour proposer un produit qui paraît identique, mais dont la perception va être différente. Ensuite, on pourrait parler par exemple de la surexposition des cibles aux sollicitations. On peut voir aujourd'hui en fait que si je prends l'exemple de la publicité en général, la publicité, eh bien en fait, on est exposé en permanence à la publicité. Et aujourd'hui, on commence à avoir des effets où la publicité est vue comme quelque chose de rébarbatif, voire comme bon, je suis obligé de regarder 3 publicités pour voir ma vidéo. Finalement, je subis cette publicité. Et si on pouvait changer la donne, et si on pouvait faire en sorte que ce soit vu différemment, et pourquoi pas revenir à un monde où la publicité est vue comme quelque chose de positif. Bah, la gamification, ça va pouvoir permettre ça chez les cibles. Ensuite, je pourrais vous dire que 81% aujourd'hui des millennials, donc c'est les personnes qui sont nées en gros entre les années 96 et 2002, sont ce qu'on appelle des casual gamers, c'est-à-dire des personnes qui jouent à des jeux au moins entre 3 et 5 heures par semaine.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans des populations qui sont habituées au code du jeu, qui ont l'habitude de jouer, et bien sûr, personne ne les force à adopter ce comportement, c'est-à-dire qu'ils y trouvent un attrait. Aujourd'hui, le jeu, c'est quelque chose qui a la cote, qui grandit en fait parmi les différentes générations. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets une mode qui ne fait que s'accélérer, et on pourra arriver un jour à avoir eh bien justement des générations entières qui jouent, des populations entières qui sont habituées au code du jeu. Et le dernier cas que j'aimerais vous citer, on parle beaucoup donc là de produits, de commerce, on parle beaucoup finalement de vos cibles, mais aussi finalement vis-à-vis de nos collaborateurs. Aujourd'hui, la gamification, c'est un outil qui peut être extrêmement efficace pour des cas qui sont aussi, selon les statistiques en pleine expansion, ce qu'on appelle le bore-out, c'est-à-dire s'ennuyer au travail, mais aussi le brown-out, c'est-à-dire les personnes qui viennent au travail et qui font exactement ce qu'on leur demande sans jamais dépasser sans jamais dépasser les attentes en se disant bah voilà, je suis payé pour telle tâche et j'irai que jusqu'à telle tâche. Et donc ce phénomène généralisé de démotivation au travail, la gamification aussi pourrait être une réponse. Mais de ça, il faut déjà en comprendre qu'est-ce que la gamification. Pour vous donner une définition, la définition la plus courante qu'on peut notamment trouver sur Wikipédia, c'est que la gamification, c'est l'utilisation des mécaniques du jeu dans d'autres domaines. Ce qui est important dans cette définition, c'est qu'ils ne disent pas la gamification est un jeu que vous appliquez. Ils parlent de mécanique de jeu. Donc parfois, la gamification peut employer des mécaniques dont on parlera après, mais d'une manière si subtile que l'utilisateur ne se rend pas compte en fait que vous provoquez chez lui l'état de jeu. Pour vous donner une autre définition, moi c'est celle que j'utilise personnellement, c'est qu'aujourd'hui la gamification, c'est l'utilisation des mécaniques du jeu dans le but d'induire des comportements autonomes et récurrents chez les cibles, par l'incitation à l'état ludique. Si je décrypte un peu cette phrase un peu à rallonge, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des mécaniques du jeu, je vais vous en citer une par exemple, la compétition, et notre but en utilisant la gamification, c'est pas uniquement de les faire jouer. Aujourd'hui, dans un monde professionnel, on cherche finalement à induire un comportement chez eux. Ce comportement à induire, ça peut être de se connecter tous les jours à votre application, d'acheter vos produits, de regarder votre catalogue ou votre publicité, voire même, pourquoi pas, de prendre des initiatives au travail sur de nouveaux dossiers ou de nouveaux contrats. Et de ça, on cherche à faire en sorte que cet état soit autonome, qu'il le fasse de même, et récurrent, donc qu'il le poursuive. Un bon exemple de ça, c'est si je vous proposais aujourd'hui un travail où il y avait une barre verte sur votre écran et toute la journée, ce que vous devez faire, c'est vérifier que les barres vertes ne passent pas au rouge, et pour ça, vous devez appuyer sur différents boutons sur votre clavier. Ça pourrait être vu comme un travail pénible, voire un travail peu gratifiant. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des personnes qui, après leur travail, rentrent chez eux, jouent à des jeux vidéo, où finalement, si on enlève cette histoire de scénario, de chevalier, si on enlève en fait tout cet enrobage de storytelling ludique, au final, ils ne font que essayer de sauver la barre de vie de leur personnage, ils y passent leur soirée et ils éprouvent du plaisir à ça. Ce qui montre bien que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'action en elle-même, mais la perception que l'individu a de l'action. Et c'est pour ça que je parle de cet état ludique, car comme on va le voir, le jeu en lui-même, parce que pour comprendre la gamification, il faut quand même comprendre l'essence du jeu, c'est avant tout un état d'esprit qu'on cherche à induire chez la personne. Donc si je devais vous dire qu'est-ce que le jeu, car pour comprendre la gamification, il faut comprendre aujourd'hui pourquoi on s'intéresse au jeu et pourquoi le jeu, finalement, ça provoque cet effet sur nous. Eh bien, en fait, il y a différents psychiatres et philosophes qui s'y sont penchés. Et si je devais vous donner deux citations pour résumer assez rapidement cet état de fait, c'est d'abord que le jeu, c'est pas tout à fait le plateau, ni tout à fait l'esprit. C'est une bulle de réalité fictive. Pour vous donner un exemple de ça, si je vous proposais une partie de Monopoly, vous me diriez, bon, peut-être, pourquoi pas, allez, faisons une partie de Monopoly. Mais si on pourrait très bien s'amuser, on pourrait passer une très bonne partie de Monopoly, mais derrière, quand je vous dirais, bon, bah, très bien, on pourrait faire une deuxième partie, là, vous me diriez, non, c'est bon, on a fait une partie, là, ça suffit. Pourtant, le jeu en lui-même n'a pas changé, ses composantes matérielles sont les mêmes, et finalement, les joueurs sont les mêmes. C'est que vous avez changé. Quelque chose a changé dans votre esprit. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus à rentrer dans l'état ludique. Et ça, c'est lié au fait, aujourd'hui, selon les études, que le jeu en lui-même, c'est souvent une simplification de la réalité. La réalité est extrêmement complexe à comprendre pour notre cerveau. Et en fait, le jeu aide à la simplification. Et du coup, notre cerveau a plus de facilité à comprendre des choses et surtout à les assimiler et à progresser. C'est pour ça que les enfants jouent plus que les adultes généralement. Ils ont beaucoup plus de choses à apprendre. Mais c'est aussi pour ça que la plupart des jeux fonctionnent dans ce qu'on appelle des niveaux de progression.
Vous commencez avec, par exemple, Mario est un très bon exemple. Vous arrivez, on vous apprend à sauter, après on vous apprend à tuer un ennemi, après on vous apprend finalement à récupérer des bonus sur le niveau. Et de ça, en fait, votre cerveau, il a un niveau de progression. Et ça permet qu'il ait tout le temps ce sentiment de progression et surtout, il vous envoie de la dopamine, ce qui vous permet de ressentir du plaisir à jouer. Donc dès le moment où on comprend que le jeu, finalement, ça permet à l'individu de ressentir cette dopamine, mais au travers de quelque chose qui peut être bénéfique pour lui, parce qu'il y a ce sentiment de progression et d'apprentissage, tout comme Tetris entraîne votre intelligence spatiale, et qui sait, peut-être vous seriez plus performant ensuite pour remplir la voiture quand vous partez en vacances. Eh bien en fait, on se rend compte qu'on peut utiliser ces mécaniques du jeu pour rendre agréable et provoquer finalement ce sentiment d'apprentissage via la dopamine sur n'importe quel sujet. Pour finir, on va dire sur le côté neurosciences, sur la gamification et le jeu, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, ça, c'est ce qui permet les comportements, on va dire, autonomes. Mais si on devait parler un peu des comportements récurrents, il faut savoir qu'il y a deux types de motivation chez les individus. Ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous propose beaucoup de ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est-à-dire, eh bien, regarde, si finalement tu ne finis pas ton travail à l'heure, tu vas te faire entre guillemets punir et tu auras un mauvais rapport ou tu auras une mauvaise évaluation d'année. Donc, on essaye de motiver les gens finalement par des facteurs qui sont extérieurs à leur propre volonté. C'est notamment le cas des publicités. Souvent, on essaye de nous les imposer en disant vous devez les regarder, c'est comme ça. Maintenant, si je vous disais qu'il y avait des leviers aujourd'hui pour provoquer la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la volonté de faire une action pour son propre intérêt, pour son aspect intéressant et motivant, c'est souvent ce qui vous conduit à vos hobbies et à vos passions. Et si on pouvait finalement transformer la publicité en passion pour les gens, eh bien la gamification a ça de fort comme levier aujourd'hui, c'est notamment pour ça qu'il va être utilisé, c'est qu'il travaille la motivation intrinsèque des individus. C'est ça qui permet à cette personne de se connecter le soir avec ses amis et d'essayer de faire remonter ou de baisser des barres vertes de vie de personnage. Et donc, il a quand même été prouvé aujourd'hui que la motivation intrinsèque, ça conduit à de meilleures performances et une meilleure persistance sur le long terme. Donc en fait, tout le monde est gagnant. À la fois l'individu est ravi de faire son action, il le fait de lui-même, et donc pour une entreprise, par exemple, ça permet que les clients viennent de même sur le site, les clients deviennent ce qu'on appelle parfois des ambassadeurs du produit, c'est souvent ce qui arrive si on prend l'exemple du football en fait, et ça permet aussi que les collaborateurs eux-mêmes puissent devenir beaucoup plus autonomes et beaucoup plus heureux au travail. Depuis tout à l'heure, finalement, je vous parle de mécanismes ludiques, de mécanique ludique. Bien sûr, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce qu'on a environ 45 minutes, un peu moins maintenant. Mais si je devais vous citer quelques piliers, c'est Roger Calois, donc, qui a cité ces piliers dans un de ses ouvrages. Je vous citerai d'abord, il y a un nom latin, mais je vous passe ça, la compétition. Ça, c'est l'un des piliers, on va dire, les plus faciles à comprendre parce qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup de compétitions. Ensuite, on a ce qu'on appelle le hasard. Le hasard, c'est par exemple ce qui nous fait jouer au loto, au jeu de dés, au jeu d'argent en général. On a la simulation. La simulation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, le roleplay, le fait d'incarner un personnage, de ne plus être tout à fait nous-mêmes. Et enfin, on appelle le vertige. Le vertige, c'est globalement le réflexe. C'est aussi le sentiment de peur. Ce qui est intéressant donc avec ces piliers, c'est que dès le moment où vous prenez n'importe quel sujet et vous commencez à ajouter un peu de hasard, soit un peu de compétition, soit un peu de simulation, eh bien en fait, vous allez commencer à provoquer de l'intérêt et commencer à pouvoir essayer de susciter ces fameux comportements autonomes et récurrents. C'est pour ça, par exemple, que pour les entraînements, quand vous voulez rejoindre une entreprise, vous pouvez avoir aujourd'hui ce qu'on appelle elevator pitch, où vous êtes dans un ascenseur, il y a Elon Musk en face de vous, vous devez le convaincre en 5 minutes. Et là, vous voyez que les gens dans la salle commencent à rire et commencent à se dire « Ah tiens, c'est intéressant, comment est-ce qu'il va le convaincre ?» Pareillement avec le hasard, dès le moment où aujourd'hui, par exemple, le menu de la cantine, on doit tirer une roue pour savoir ce qu'on va tous aller manger ensemble, on peut avoir un certain attrait et on peut générer finalement une ambiance qui est différente. Donc de ça, je vous ai mis quelques exemples sur le côté. On a le jeu action-vérité. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, vous tournez un objet et selon là où il va tomber, la personne devra dire soit une vérité sur elle-même, soit une action. Donc là, on voit que c'est à la fois du hasard, mais on peut aussi mettre un peu de simulation et le roleplay, selon la soirée et selon le mood.
Ensuite, je vous prendrai l'exemple du Rubik's Cube. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est juste un objet, c'est juste un casse-tête, et le jeu, normalement, c'est d'être tout seul à essayer de le résoudre. Mais si aujourd'hui, je vous disais que c'est l'un des objets les plus vendus au monde, cela s'explique notamment par l'aspect compétitif qui a été rajouté autour. Il ne suffit pas aujourd'hui de le résoudre, il faut le résoudre en le moins de temps possible, surtout moins de temps que les autres. Et là, vous voyez qu'en rajoutant de la compétition, la nature de l'objet a changé, ça a permis de booster ses ventes. Et un dernier exemple, l'employé du mois. En fait, la gamification, on en parle depuis 2010, mais c'est quelque chose qui existe depuis des temps anciens. On s'aperçoit que le jeu est quelque chose qui remonte aux origines, on va dire, des civilisations. Mais on peut aussi s'apercevoir que l'employé du mois, c'est quelque chose qui a été employé avant. Et l'employé du mois, c'est simplement celui qui a le meilleur score est en tête du classement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la majorité des jeux compétitifs. Maintenant, aujourd'hui, l'employé du mois, c'est un système qui ne fonctionne plus forcément dans les entreprises parce qu'il a perdu du sens. Et ça, on le verra dans la dernière partie. Pourquoi? À cause des limites du jeu. Pour résumer en une slide un peu ce qu'on vient de voir, ce que vous deviez retenir aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, un jeu, c'est surtout une bonne expérience. Un jeu, c'est pas que des composantes matérielles. C'est notamment pour ça que la gamification, c'est pas uniquement du numérique, c'est pas uniquement du serious game. Mais finalement, cette bonne expérience, c'est quoi? Une bonne expérience, c'est à la fois des critères rationnels, mais aussi des facteurs émotionnels. Dans les critères rationnels, on peut par exemple placer le plateau de jeu, le storytelling, tout ce qui a été créé par le fabricant du jeu, mais à côté de ça, il y a ces facteurs émotionnels. Et ces facteurs émotionnels, c'est là où ils sont plus difficiles finalement à cerner, parce que imaginons que vous êtes dans un train et un enfant vous tire la manche parce qu'il a envie de jouer avec vous. Vous êtes dans le train, vous êtes peut-être un peu stressé, vous allez lui dire non, écoute, j'ai pas envie de jouer, laisse-moi tranquille. Pourtant, il vous propose un jeu, mais vous n'avez pas voulu. Dès le moment où cet enfant, par exemple, est votre petit cousin et vous vous dites très bien, tiens, il a l'air marrant, je vais jouer avec lui parce que c'est mon petit cousin, vous rentrez dans le jeu et là, il y a des facteurs émotionnels qui se créent. Ce qui veut dire que le jeu, quand je vous dis qu'il y a des, quand je vous dis que c'est pas uniquement la boîte, c'est aussi le lieu. Selon le lieu du jeu, la personne change. Et c'est là où ça devient intéressant parce que aujourd'hui, quand on crée un jeu, on est un game designer du coup, quand on crée cette expérience de jeu, et donc pour faire de la gamification, vous devez vous intéresser finalement aux différents systèmes de jeu pour pouvoir les réutiliser. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que aujourd'hui, on peut tous être game designer, on peut tous créer des jeux, tout comme on peut tous être dessinateur. Moi, aujourd'hui, mon niveau de dessin, c'est globalement des bonhommes bâtons parce que je ne l'ai pas assez entraîné. Et c'est un peu la même chose. Vous allez pouvoir créer des jeux, mais aujourd'hui, pour créer des jeux qui fonctionnent selon les cibles, alimentez-vous, allez voir ce qui fonctionne et surtout, essayez et pratiquez. C'est comme un muscle, ça va grandir et ça va se renforcer, mais vous en êtes tous capables. Et donc, pour en revenir à la slide, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les jeux, on parle de gameplay. Gameplay, c'est la contraction de deux mots, game, les composantes physiques, les critères rationnels, et le play, cette sensation protéiforme de jouer, ces fameux facteurs émotionnels. Et c'est le mélange des deux qui permet de créer ce que j'appelle l'état ludique. Et donc dans cet état ludique, c'est ce qui va faire qu'un individu accepte finalement de commencer à jouer, donc d'apprendre, et c'est là où vous allez créer ces fameux comportements récurrents et autonomes. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir comment créer un jeu, il ne suffit pas de connaître les mécaniques du jeu, il ne suffit pas de se dire très bien, je vais proposer finalement cette ambiance sensorielle. Il faut essayer de s'intéresser aujourd'hui à ses utilisateurs. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a des trends sur ce qu'on appelle notamment l'UX design, l'expérience utilisateur. Et à mon sens, aujourd'hui, si vous faites de la gamification, vous devez connaître vos cibles. Et si je dois vous parler un peu des cibles du jeu, il y a 4 grandes familles qui ensuite se redécoupent. Mais là, encore une fois, en 45 minutes, on n'aura pas le temps de parler de tout. Les 4 grandes familles, je vous parlerai d'abord des killers, qui sont là, ils sont ultra compétitifs. Leur plaisir principal, c'est de battre les autres joueurs. Les socializers, qui eux sont là finalement pour créer des liens et créer des communautés. Les explorers, qui sont là pour avoir une connaissance parfaite de votre produit, de votre service, et finalement découvrir des choses. Et des achievers, qui sont là pour collectionner et accumuler finalement des objets, tous les types de personnages et autres. Et c'est là où ça va être intéressant, quand vous étudiez votre communauté, par exemple vos clients, voire même vos collaborateurs, vous dites très bien, c'est une équipe qui est plutôt socializer dans mon entreprise. Donc, ils aimeraient pouvoir faire des choses ensemble. Donc, quand vous allez construire votre gamification, vous regardez un peu autour de vous et quelle mécanique de jeu permet de créer du lien, permet d'être ensemble. Et c'est là où il faut faire attention, car si dans une équipe, par exemple, de socializer, vous proposez une mécanique de compétition qui les oppose les uns aux autres, vous allez déjà, ils ne vont pas rentrer dans l'état ludique. Vous pouvez même créer des effets, on va dire,
négatif pour l'entreprise, où ils vont dire, bah, en fait, on n'a pas envie que le management nous mette les uns contre les autres. Nous, on veut être ensemble. Bien sûr, on peut mélanger les différentes mécaniques, par exemple des socializers et des killers dans les mêmes équipes. Comment je créerais un jeu pour eux? Eh bien peut-être en faisant de la compétition, mais par équipe. Les socializers diraient j'ai quand même mon équipe, donc j'ai quand même ce sentiment de socializer, et les killers diraient mais mon équipe va affronter une autre équipe et ça ira. Et là, vous voyez que en partant des cibles, vous commencez à établir les mécaniques ludiques, et de ça, vous commencez à avoir un premier prototype de jeu. Et bien sûr, après, c'est des tests. Et pour les tests, vous pouvez simplement prendre du papier, un crayon, vous renseigner, aller les voir. Mais tout ça, encore une fois, c'est de l'UX design et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, en une phrase, il faut retenir qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jeu pour tous, mais que chacun a son type de jeu. Tout le monde joue. Comme on l'a vu dans la première partie sur les neurosciences, aujourd'hui, tout le monde finalement a cette appétence pour le jeu parce que c'est de l'apprentissage et c'est inné en fait dans la nature humaine. Et du coup, quand il y a des personnes qui vous disent je ne joue pas, moi ça ne m'intéresse pas, jamais, c'est qu'ils ont leur propre type de jeu, qui parfois pour eux n'est pas aperçu comme un jeu. Moi j'ai souvent eu l'exemple de top management qui me disait bon, il me faut de la gamification pour mes employés, mais moi je ne joue pas, moi je suis là pour travailler, c'est sérieux. Vous voyez, il est là pour travailler. Peut-être qu'il joue dans sa vie privée, mais au travail, il dit qu'il ne joue pas. Donc encore une fois, réellement faire attention au cadre. Mais par contre, si j'écoutais un peu son discours, je me rendrais compte que quand il va faire une OPA sur une autre société ou des actions dans son travail, il va dire ah attendez, si on fait ça, on risque de les avoir. Attendez, on va les avoir. Et on ressent le sentiment du jeu. Il a envie de les avoir. C'est un très bon commercial. Il a envie finalement de réussir à convaincre son client. Et de ça, il a ce sentiment de jeu, même s'il ne le perçoit pas aujourd'hui comme un jeu. Maintenant qu'on a vu finalement que vous voyez ce qu'est la gamification, pourquoi c'est pas uniquement du numérique, comment fonctionne le jeu, et que finalement, si vous vous intéressez aux cibles, vous pourrez comprendre quel type de jeu pourrait les intéresser. Aujourd'hui, c'est quoi les bénéfices pour les entreprises? En fait, les vertus aujourd'hui du jeu, mais de la gamification en général, elles sont nombreuses. Tout d'abord, on pourrait parler d'une augmentation du bien-être au travail. Et une augmentation du bien-être au travail, ça veut dire des employés qui accomplissent des comportements autonomes et récurrents, des employés qui sont investis, il y a moins de turnover, et finalement une culture d'entreprise qui est assainie. Ensuite, ça permet de développer l'autonomie et de simplifier les objectifs. Développer l'autonomie, on en a beaucoup parlé, mais simplifier les objectifs, c'est qu'aujourd'hui, avec des systèmes de gamification, vu que c'est des simplifications de mécanique du réel, eh bien en fait, c'est très simple pour eux de se connecter par exemple à une plateforme, de dire si vous accomplissez des actions, vous gagnez des points, et ils voient quelles actions ils peuvent accomplir selon le nombre de points. Ça donne du sens, et ça donne un sens concret sur les attentes du management, et même pour vos clients aussi. On peut s'apercevoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de systèmes de fidélisation à base de points. Et ben, à une époque, c'était perçu comme un jeu, aujourd'hui non, et on en parlera dans les limites de la gamification encore une fois, mais on peut s'apercevoir que eux, ça leur permet de savoir combien de produits acheter, comment est-ce qu'ils vont le gérer, et finalement, ça simplifie pour eux les objectifs d'achat et donc d'économie. Ensuite, attirer les cibles, améliorer l'image de marque. Vu qu'ils ressentent un sentiment positif et entraînant finalement vis-à-vis de votre marque, de votre produit, de votre service, au final, ils restent. Les programmes, par exemple, les cartes de fidélité dans les restaurants, c'était de la gamification au tout début. Aujourd'hui, c'est plus forcément perçu comme ça. Et encore, si vous prenez un restaurant sur Paris qui s'appelle la Ferme de Charles, dès le moment où vous remplissez la carte du restaurant, vous pouvez tourner une roue. Et dans cette roue, vous avez plein de prix différents, et notamment votre photo dans les toilettes. C'est à la fois insolite, mais ça pousse à se dire, tiens, ce restaurant est sympathique, tiens, je vais y retourner parce qu'il me reste finalement que 2 tampons, non pas pour avoir un plat gratuit, mais peut-être pour avoir l'honneur d'avoir ma photo dans leurs toilettes. Ensuite, ça permet l'émergence de metrics et de data. Aujourd'hui, quand vous intégrez de la gamification, vous pouvez le faire d'une manière entre guillemets scientifique. La gamification, c'est pas forcément jouer, c'est pas forcément le rire, c'est aussi pouvoir dire ok, ils ont gagné tant de points, mes différents employés ont gagné tant de points, et pareillement, là je parle beaucoup de points, alors que c'est pas forcément la mécanique principale, bien sûr. C'est juste une mécanique assez simple pour les exemples en 45 minutes. Et donc, grâce à ce nombre de points, je peux savoir qui est mon meilleur client, qui est mon moins bon client, quelles sont les habitudes d'achat, etc., etc. Et enfin, renforcer la motivation, l'empathie et la communication. Effectivement, vous allez voir que j'ai parlé tout à l'heure que des personnes pourraient devenir ambassadeurs de votre marque grâce à la gamification. Eh bien, c'est l'un des effets recherchés, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement investis dans ce comportement autonome et récurrent. Encore une fois, un des bons exemples, c'est le football. Le football, à la base, c'est un sport, mais finalement, le football est quelque chose qui dépasse le stade, où aujourd'hui, la plupart des gens en parlent, la plupart des gens s'en affichent, et même s'ils ne sont pas sur le terrain,
C'est comme si ils étaient sur le terrain quand ils en parlent et quand ils le partagent avec leurs proches. Quelques exemples inspirants aujourd'hui de gamification. Bien sûr, ces exemples sont orientés pour vous parler. Donc, j'ai choisi un exemple de création d'entreprise, un exemple sur la gestion des dépenses. On va parler aussi un peu de service public pour voir que c'est pas que du numérique. Et enfin, on va finir sur une mission humanitaire. Sur la création d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a une appli qui s'était créée il y a déjà quelques années. Sur cette appli, elle vous propose en fait de télécharger une application. Quand vous téléchargez cette application, vous pouvez créer une ville avec une tour Twitter, une tour Facebook. Vous pouvez créer une petite usine. Avec cette petite usine, vous pouvez par exemple choisir de produire des casquettes. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les bâtiments que vous allez créer grâce à votre application, grâce à l'application, ça va créer sur le net une vraie page Facebook où il va y avoir de la vente de casquettes, par exemple. Et en fait, l'entreprise qui a fait l'application n'est pas une entreprise qui à la base propose du contenu numérique, ni ne veut proposer finalement du jeu. C'est une entreprise qui a un entrepôt, qui a plein de produits et qui s'est dit, et si finalement j'arrivais à faire en sorte que n'importe qui puisse devenir commercial pour mon entreprise. Et du coup, vous créez votre ville, vous commencez à essayer de vendre des produits, et quand un produit est vendu dans le jeu, vu qu'il est lié finalement à Internet, vous gagnez de la monnaie en jeu qui est ensuite transformable en vraie monnaie. Et eux, derrière, ils ont surtout un travail finalement, euh, ils ont surtout un travail pour envoyer la fameuse casquette à la fameuse personne qui l'a achetée au travers de votre jeu. Un deuxième, et donc là, c'est un exemple que finalement, comment est-ce que je pourrais gamifier le fait d'avoir des commerciaux? Ensuite, je vous parlerai de la gestion d'entreprise. Il y a une entreprise qui s'est dit, aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des gens veulent gérer leurs dépenses. Il y a beaucoup d'applications finalement de gestion de dépenses et le marché, on pourrait dire aujourd'hui qu'il est plutôt saturé. C'est difficile de s'y insérer. Ils ont dit, ben, nous finalement, on va réussir à s'y insérer et on va faire parler de nous, on va utiliser la gamification pour proposer un produit similaire, mais avant tout une expérience différente. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous faites des dépenses en utilisant cette application, vous avez bien sûr toutes les données de la gestion de dépenses classiques qui sont présentes, mais vous gagnez aussi des points. Ces fameux petits points, par exemple, c'est si vous dépensez beaucoup dans la restauration, dans votre ville, il y a une ville donc, qui est représentée sur votre application, il y a des restaurants qui vont apparaître de plus en plus gros. Et finalement, en visitant votre ville, vous allez pouvoir mieux comprendre vos dépenses et finalement, cette ville, c'est une représentation métaphorique de votre vie, du moins de la vie de votre compte en banque. Et de ça, on peut imaginer par la suite des mécaniques de gameplay avec le maire qui vous dit attention, nous avons besoin peut-être de plus de dépenses dans ce contexte-là ou dans ce contexte-là. On peut imaginer du conseil et une myriade d'interactions qui permettent réellement aujourd'hui de se distinguer. Cette application Fortune City aujourd'hui a beaucoup été citée, notamment comme un bon exemple de gamification. C'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, ils ont même réussi à avoir de la pub gratuitement en disant de la gamification. Et pourtant, en termes de développement, ça n'a pas dû leur coûter excessivement plus cher. C'est surtout une autre façon de faire et de concevoir en amont finalement votre produit ou votre service. Parce que effectivement, la gamification, ça peut être utilisé en amont, dès le moment où vous réfléchissez à un de vos produits ou un service, ou a posteriori. C'est l'exemple, par exemple, du service public. Le service public, pour vous donner deux exemples chez eux, ils se sont dit, aujourd'hui, on a des arrêts de bus où il y a beaucoup de détritus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des amendes, la fameuse motivation extrinsèque. Si vous ne faites pas, vous êtes puni. Ils se sont aperçus que, ok, ils gagnaient de l'argent, mais il y avait toujours autant de détritus. Du coup, ils ont eu l'idée simplement de peindre autour des poubelles, finalement, des jeux. Là, on peut voir dans la première image, c'est un 3 points, comme au basket, et dans la deuxième image, c'est une marelle. Et ils se sont aperçus que les gens se mettaient à les utiliser parce qu'ils attendaient le bus, ils s'ennuyaient, donc ils se sont mis à les utiliser, et même des comportements qui dépassaient leurs attentes, parce que des personnes se sont carrément mises à ramasser les détritus d'autres personnes pour jouer en attendant le bus. Et c'est là que c'est intéressant, parce que finalement, la gamification, là, qu'est-ce que ça leur a coûté? Un peu de peinture. Pas de développeurs, pas de système de jeu lourd. Même, on ne force même pas. C'est une vague incitation à créer vous-même votre propre jeu. C'est pour ça que je maintiens que cet état ludique, vous voyez, ils ont réussi à cibler le bon endroit et à proposer justement, on va dire, la bonne proposition sensorielle. Un deuxième exemple, service public, aux États-Unis, il y a une route où il y avait beaucoup d'excès de vitesse. Il y avait beaucoup d'excès de vitesse et
encore une fois, motivation extrinsèque, eh ben, on va mettre un radar, ceux qui dépassent la limite de vitesse, une amende. Encore une fois, ils ont gagné pas mal d'argent là-dessus, mais se sont dit, nous, vraiment, le but, c'est de sauver des vies et finalement de réduire la vitesse. En utilisant la gamification, ils ont inversé leur système de pensée. Maintenant, le radar, il flash les personnes qui respectent la limite de vitesse. Et ces personnes qui respectent la limite de vitesse, chaque mois, il y en a une d'entre elles qui gagnera l'intégralité de la cagnotte des amendes. Et de ça, les personnes se sont dit, oh, j'ai vraiment envie de gagner la cagnotte, j'ai vu que quelqu'un l'avait gagné, bah, je vais respecter la limite de vitesse. Vous voyez, de la motivation autonome, parce que justement c'est motivation intrinsèque, et donc on développe un comportement autonome et récurrent. Et du coup, ça a bien fonctionné. Dernier exemple, aujourd'hui, vous voulez lancer par exemple, alors Mpani, c'est de la social gamification. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis du principe qu'aujourd'hui en Inde, ça manque de points d'eau. Donc ils aimeraient à la base développer des points d'eau. De ça, ils ont étudié le marché, ils se sont rendus compte de quelque chose de très intéressant, c'est que la couverture de téléphonie mobile en Inde est assez grande. Et donc, ils se sont dit, très bien, on va se rapprocher d'opérateurs de téléphonie mobile et on va leur dire, au lieu de donner une réduction aux personnes qui s'abonnent chez vous, proposez-leur notre application. Et dans notre application, ils vont gagner des points selon leur abonnement de téléphonie mobile et ils pourront investir ces points sur une carte géolocalisée pour créer des points d'eau. Et donc, dès le moment où assez de personnes ont investi assez de points, un point d'eau sera créé. Et de ça, en fait, il y a eu un phénomène finalement de communauté où les utilisateurs avaient l'impression réellement de pouvoir participer à l'amélioration de leur quartier, de leur ville. Et il y avait un côté assez prestigieux de pouvoir investir un certain nombre de points. Et donc là, ça a permis finalement à une mission humanitaire, à une entreprise à but humanitaire, de s'associer avec un géant pour, grâce à la gamification, d'améliorer le monde. Mais la gamification aujourd'hui, c'est quelque chose qui a des limites. C'est un outil et chaque outil donc a ses limites. Si je devais vous en citer quelques-uns aujourd'hui, ce serait d'abord que chaque jeu a une date de péremption. Ce que j'entends par là, c'est que c'est ce que je vous citais tout à l'heure avec la partie de Monopoly. Dès le moment où vous commencez à jouer, dès le moment où vous commencez finalement où vous proposez votre jeu à des cibles, ces cibles, on va faire une partie, mais après cette partie, elle n'a plus cette envie de jouer. Pourquoi? On l'a vu ensemble lors des neurosciences, leur cerveau a compris le mécanisme, il les a récompensés pour ça, mais aujourd'hui, soit ils veulent aller au niveau 2, soit ils veulent changer de jeu, parce qu'ils n'ont plus rien à apprendre de celui-là. Donc dès le moment où vous faites de la gamification, c'est ça parfois qui est dur, vous devez penser à ce qu'on appelle des boucles de gameplay. Alors là, c'est un terme un tout petit peu complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce que la personne va jouer en une session, deux sessions, et pourquoi pas pendant un mois et pendant un an. Et donc, vous prévoyez votre mécanisme de gamification pour que la récurrence et l'autonomie perdurent sur le temps. Vous ne pourrez jamais avoir finalement un jeu qui dure éternellement. Il peut se renouveler, mais ça peut être compliqué. Donc, gardez en tête qu'aujourd'hui, le jeu est un consommable pour l'esprit. Et donc, quand vous faites votre système de gamification, dites-vous qu'à moins de prévoir une V2, une V3, une V4, il y a un moment où les utilisateurs l'auront compris. Le deuxième effet négatif de cette règle, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez étudier le système de jeu, vous devez aussi étudier votre cible, parce que si vous proposez un système de jeu qui a déjà été proposé à la cible, il va dire très bien, votre jeu il est nouveau, mais en fait je connais ce système et je le maîtrise, donc j'ai pas envie de jouer à votre jeu. Et c'est là en fait où je vous parlais, par exemple, de l'employé du mois, où je vous parlais des systèmes simplement de fidélisation client. Eh bien, en fait, vu qu'on les connaît depuis longtemps, vu qu'ils sont intégrés dans nos vies, dans nos sociétés, on ne les voit plus comme des jeux, parce qu'on a compris le système et on le maîtrise. On n'a plus cette excitation de se dire, ah tiens, comment est-ce que ça va fonctionner, comment je vais le manager. Chez des personnes, ça peut fonctionner, chez d'autres, non. Deuxième limite, peut-être juste sur la première, je vais revenir. Chez d'autres, chez des premières personnes, ça fonctionne et d'autres, ça ne fonctionne pas. C'est un peu pareil, on va dire, chez les sportifs professionnels. Le football peut être perçu comme un jeu, mais on s'aperçoit par exemple que des sportifs professionnels, aujourd'hui, ne ressentent plus forcément ce plaisir ou cet effet de jeu. Ce qui veut dire que c'est réellement non lié aux simples composantes matérielles, mais à la perception de l'action.
Et donc cette perception se dénature avec le temps parce que c'est inconsommable. Voilà. Maintenant, mélanger jeu et morale. Aujourd'hui, on s'aperçoit que est-ce qu'on peut tout gamifier? Par exemple, si je vous disais, est-ce qu'on peut gamifier la mort d'un proche? Bien sûr, du premier abord, on pourrait répondre non. Ou alors oui, mais moralement, ce serait quelque chose qui pourrait créer un bad buzz ou être répréhensible. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, notamment en psychologie, un psychiatre ou un psychologue peut proposer finalement ce qu'on appelle des exercices de role-play à un individu pour l'aider à mieux vivre le décès d'un proche ou à le surmonter. Ce seront des exercices, par exemple, si ce proche était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Et bien finalement, on rentre dans le cadre du jeu, on rentre dans le cadre d'un des piliers du jeu qui est le storytelling, la simulation, le roleplay. Et du coup, c'est une forme de gamification. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la gamification, c'est pas simplement, comme je vous l'ai dit, du rire, du jeu, quelque chose qui demande énormément d'énergie et qui paraît tout le temps joyeux. Ça peut être justement de créer la mécanique du jeu d'une manière si subtile qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc, on peut mélanger le jeu et morale, on peut absolument tout gamifier, mais c'est à vous soit de bien étudier votre cible pour ne pas lui proposer, soit de proposer un storytelling qui permette de donner du sens à votre système de gamification et donc de ne pas choquer. Enfin, on pourrait aussi parler ensuite, troisième point, les cibles qui ne jouent jamais. Encore une fois, c'est un peu une question piège. Je vous ai montré que tout le monde joue, mais pas au même jeu. Les facteurs exogènes, on en a parlé aussi. Il ne suffit pas finalement d'étudier votre cible et ensuite de lui proposer un système de jeu. Vous devez étudier le bon moment, le cadre du jeu. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez une personnalité privée et une personnalité publique. La personnalité privée, c'est celle que vous avez avec votre famille, chez vous, et publique, souvent, c'est celle que vous avez à votre travail. Eh bien, une personnalité privée et publique ne peut pas forcément être stimulée par le même jeu selon son environnement. Donc, étudiez bien l'environnement de vos cibles, c'est-à-dire quand il est dans votre commerce, ou alors même au niveau de vos clients, si vous le démarchez, si votre démarchage a lieu chez lui, le soir, le matin, tout ça va changer finalement la manière dont vous allez gamifier son expérience. Ensuite, l'une des choses qui remonte souvent dans les questions, c'est que la gamification, c'est une méthode de manipulation. Eh bien, oui, clairement, aujourd'hui, on veut induire des comportements autonomes et récurrents chez l'individu. Donc, on peut parler de manipulation vu qu'on cherche à lui faire induire ce comportement par des artifices quelque part. Maintenant, c'est à vous de faire preuve de déontologie. Par exemple, un enfant qui ne veut pas manger ses légumes, on va lui dire que sa fourchette est un avion et le faire atterrir dans sa bouche. Est-ce que c'est de la manipulation? Oui. Après, est-ce que c'est pour le bien de l'individu? Je pense que oui, qu'il est important d'avoir une alimentation équilibrée. Eh bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec la gamification. Si vous voyez que vous ne causez pas des comportements qui vont être au détriment de l'individu, on peut s'apercevoir qu'un employé qui avant était victime finalement de bore-out au travail, eh bien finalement, il a retrouvé sa motivation, il est plus heureux au travail. Donc, comme tous les outils, c'est à manier avec attention. Ensuite, dépendance et trop forte sollicitation. Il faut se méfier des mécaniques du jeu, car comme on l'a vu, elles peuvent créer de la dépendance. Cette dépendance peut avoir finalement deux effets. Sur votre produit, dès le moment où vous dites, quand la personne appuie sur le bouton vert, il gagne 1 million d'euros, parce qu'avant ils appuyaient tout le temps sur le bouton bleu, et donc ils vont se mettre à appuyer sur le bouton vert. Le problème, c'est dès le moment où vous allez mettre 500 000 euros, ou même 1 euro, ils vont arrêter d'appuyer sur le bouton vert, et surtout, ils vont être fâchés envers vous, en se disant, mais en fait, nous, on est habitué à avoir un haut taux de stimulation, maintenant, on veut même plus être sur votre application, ils vont partir. Donc faites attention à proposer des expériences, on va dire, qui sont équilibrées dans à la fois la demande, mais surtout ce que vous donnez à l'individu, pour ne pas générer de bad buzz ou de sentiments négatifs. Et cette dépendance, cette trop forte sollicitation, c'est aussi, on s'aperçoit aujourd'hui que les seuls jeux qui sont vraiment réglementés par l'État, c'est les jeux d'argent. Pourquoi? Parce que les jeux d'argent sont souvent basés sur le hasard. Et le hasard, c'est un pilier dans le jeu qui est très spécifique. Comme je vous l'ai dit, le jeu c'est de l'apprentissage, mais le hasard, dès le moment où vous lancez le dé, dès le moment où vous tournez la roue, votre cerveau ne peut pas apprendre. Votre cerveau ne peut pas finalement contrôler, c'est trop complexe pour lui. Mais il a quand même cette sensation de peut-être pouvoir le contrôler. C'est pour ça que souvent, les gens qui aiment les jeux de hasard peuvent développer de la superstition, en disant si je tape 2 fois dans mes mains et je souffle par le nez, j'ai remarqué que je suis un meilleur jet de dé. Et de ça, en fait, on a une courbe de dopamine qui est quasiment infinie. Et donc, vous devez faire attention à proposer des expériences qui ne demandent pas aujourd'hui
trop forte sollicitation et surtout ne provoque pas de trop grande dépendance. Et enfin, dernier point, une vie passée à jouer, c'est un livre qui n'est pas écrit. C'est encore une fois de la déontologie. Aujourd'hui, quand vous allez proposer de la gamification, vous allez pousser donc les gens à accomplir des actions. Il faut faire attention aujourd'hui que ces actions ne soient pas au détriment de l'individu sur le long terme. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui joue à des jeux en réseau tels que, je cite un exemple, Counter-Strike, même n'importe quel jeu en ligne, s'il y passe énormément de temps, c'est du temps qu'il ne passe pas à faire une autre action. Bien sûr, son cerveau a l'impression d'apprendre, donc il va avoir cette dopamine. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il apprend quelque chose qui sera utile pour lui? On peut se poser la question. La question est ouverte. Pour ça que je dis aujourd'hui, une vie passée à jouer, c'est un livre qui n'est pas écrit. Peut-être qu'il aura accompli une autre action qui aurait pu lui être plus bénéfique sur le long terme. Peut-être. Mais on s'aperçoit aussi que ça peut être la même chose dans une entreprise. Dès le moment où vous gamifiez et que les individus, les collaborateurs passent leur temps sur l'application gamifiée ou sur le système, à quel point en fait ils ne passent pas du temps à faire une autre action. Et donc c'est pour ça, c'est une question d'équilibre et c'est d'essayer de trouver ce qui est le mieux à la fois pour votre entreprise, mais aussi pour les collaborateurs, les clients et tous les individus. Moi, j'ai l'habitude de dire, dès le moment où vous donnez du sens et que vous expliquez le sens et que vous le faites avec des intentions qui sont entre guillemets bienveillantes, je sais que ça peut paraître candide, mais vous retomberez toujours sur vos pieds si vous avez une bonne communication. Et du coup, la dernière limite, qui pour moi est l'une des plus importantes et auxquelles on ne pense pas assez dans la gamification, c'est la loi. Aujourd'hui, comme j'ai commencé à vous en parler, il y a beaucoup de réglementations au niveau des jeux d'argent et des jeux de hasard, et on ne peut pas faire n'importe quoi en créant un système de jeu. Vous ne pouvez pas créer une tombola, par exemple, vous ne pouvez pas refaire un loto dans votre entreprise. Tout ça tombe sur le coup de la loi. Donc, renseignez-vous. Aujourd'hui, vous avez toutes les informations sur Internet et vérifiez bien que l'activité que vous allez proposer et la manière d'interagir va être légale. Un petit exemple de ça, on s'aperçoit que dans les jeux vidéo, il y a eu un phénomène qui s'appelait les loot box. Les loot box, qu'est-ce que c'est? Vous connectez au jeu, vous pouvez acheter une petite boîte pour seulement 2 euros. Et grâce à cette petite boîte, vous avez un t-shirt, un chapeau aléatoire pour votre personnage. De ça, on s'est rendu compte que, maintenant on peut le comprendre ensemble, ça utilisait le pilier du hasard et donc la dopamine était quasiment illimitée parce qu'on ne pouvait pas le maîtriser. Et ça a donné finalement ça a finalement donné le goût des jeux d'argent à des enfants, alors qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce genre de jeu est limité normalement aux plus de 18 ans. De ça, bien sûr, les législateurs s'en sont rendus compte et ça a été réglé. Mais comme quoi, quelque chose qui pouvait pas être innocent, pourquoi pas leur proposer des petits t-shirts gratuits dans des boîtes, ça peut être sympa comme expérience. Et bien en fait, ça conduit à la dépendance des enfants aux jeux d'argent. Voilà, donc c'est quand même un sujet où il faut faire preuve de déontologie et de tact, même si là je vous cite réellement parmi les pires exemples qu'on a pu voir, mais les effets bénéfiques et les compensent largement aujourd'hui. Donc voilà pour ce petit brief sur la gamification en 45 minutes. Je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Nathan, c'était super intéressant. On a eu pas mal de questions. Je vais te les poser. Est-ce que, juste avant qu'on commence à poser les petites questions, tu pourrais m'envoyer ta présentation? Ça, je la ferai parvenir aux personnes présentes à ce webinaire. Et pendant ce temps-là, je vais juste choisir les petites questions. Mais merci en tout cas, c'était super intéressant. C'est un sujet très riche. Et enfin, même moi, je pense que c'est un peu le cas de l'audience aussi. C'est un sujet voilà, qui est un peu familier à beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment très sympa d'avoir un peu une familiarisation avec ce sujet. Si c'est OK pour toi, pendant que tu m'envoies la petite presse, je vais te poser les premières questions. Eh ben, ça te va si je te l'envoie après la présentation? Parce que du coup, il faudrait que je ferme tous les écrans. D'accord, parce que du coup, on a un petit onglet documents à distribuer où je peux l'envoyer. Euh, Parce on qu'il peut, on faudra peut- que parce que il faudra que je la transforme en PDF pour l'envoyer. D'accord, ok. Écoute, sinon, pendant les 2 petites dernières minutes Ouais, je ferai tu ça sur pourras les faire 2 dernières minutes. Ça Ouais, ça marche. marche. Surtout rester jusqu'à la fin, comme ça, je vous partagerai la présentation de Nathan. Et jusqu'à là, on va poser les questions. Donc, on a une première question de Jérôme.
Mhm. Y a-t-il des logiciels pour aider à implémenter la gamification dans le e-commerce? Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires qui vont proposer des formules de gamification. Alors, c'est mon point de vue personnel, de mon expérience. Euh, Souvent, vous allez voir des prestataires qui vont vous proposer des formules de gamification toutes faites. Moi, j'ai envie de dire, vous devez connaître vos clients avant de choisir votre formule. Comme on l'a vu, tout le système de jeu ne fonctionne pas avec tout type de clientèle, donc vous devez faire attention à la fois que ce système n'est pas saturé chez les clients, et en même temps que le système qu'il propose n'est pas est adapté finalement à votre type de clientèle. Pour ça, moi je suis plutôt neutre parce que tout dépend de la cible surtout. Donc j'ai envie de dire oui, ça existe, mais selon votre cible, je ne pourrais pas vous en conseiller l'un ou l'autre. La plupart du temps, c'est de toute façon, dès le moment où vous allez les voir et ils commencent à vous demander, à vous poser des questions un peu personnelles sur votre commerce et à vous dire, OK, on pourrait peut-être changer une ou deux choses, c'est plutôt bon signe. S'ils vous disent, non, non, vous prenez ce pack et vous l'appliquez, moi, je vous conseillerais d'essayer de trouver quelqu'un qui peut vraiment s'adapter à vos besoins. Car comme on l'a vu, ils proposent un consommable. Donc on ne sait pas à quel moment leur système est arrivé à sa date de péremption dans l'esprit de vos utilisateurs. Très clair, très clair. J'espère que ça répond à ta question, Jérôme. Une petite question de Arto. Bonjour, avez-vous déjà utilisé une IA type ChatGPT ou autre pour concevoir des mécaniques ludiques ou narratives? Alors narrative, oui, sur la narration, sur les scénarios, ce qui peut être très pratique avec l'intelligence artificielle, c'est que, en termes d'inspiration, on peut parfois lui poser des questions et juste prendre, piocher finalement, comme si c'était un collaborateur supplémentaire. On peut piocher les bonnes idées. Maintenant, en termes de mécanique ludique, heu, ce qui est plus complexe à mon avis, c'est encore une fois le sentiment du jeu. En tant qu'humain, on a déjà du mal à le percevoir et à le comprendre et à savoir comment le générer. Et je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui va se heurter, risque de se heurter à cela. C'est-à-dire, moi, je vois quasiment tout dans mon travail, que ce soit l'UX ou autre, comme de la réduction des risques. Avec ChatGPT, je pense que vous avez une réduction des risques qui est plus grande que si vous employez de l'humain, parce que l'humain va pouvoir prendre en compte différents facteurs exogènes, tels que les personnes, le lieu, etc. Maintenant, j'ai toute confiance sur le fait que c'est une question qui n'a pas beaucoup été abordée encore avec des intelligences artificielles, mais qu'il arrivera un jour où elles en seront parfaitement capables. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une aide sans être, on va dire, infaillible, Mmh. du moins Ouais, pour, mais euh, tu, pour le tu monde du l'expliquais design. aussi un peu dans ta présentation. Aujourd'hui, on arrive à identifier plein de types de joueurs différents. Et ça, l'IA, elle n'arrive pas encore forcément à s'adapter à ça. Et à savoir à quelle audience elle s'adresse, à savoir à quelle personne elle va s'adresser. Donc, Mais en termes d'inspiration, ouais, je vous conseillerais de lancer des runs dessus et de voir à peu près c'est quoi les réponses. Finalement, ça peut être une aide créative. mhm, très bien, merci beaucoup. Alors, prochaine question. La question de Amandine, c'était pendant que de souvenir, ouais, c'était pendant que tu montrais les exemples d'applications. Tu avais l'exemple de l'application de la création d'entreprise. Amandine demandait comment s'appelait cette application. Ce sera dans la presse. Il y a un lien. Là, je me souviens plus exactement du nom, mais dans la presse, vous aurez le lien directement vers l'application. Super, parfait. Et la C'est une application présentation, qui date un peu, 2018, je crois. Donc, je ne sais pas s'ils ont survécu, mais en tout cas, à l'époque, ça a fait un peu parler et ce serait que de savoir ce que c'est devenu. super. Et à nouveau, et la présentation qui sera mise dans le document à distribuer là, à la fin de ce webinaire, juste après les questions. D'autres questions de Arto. Avez-vous des exemples de gamification dans le domaine de la médiation culturelle? Euh, Euh, la médiation culturelle, comment on pourrait... oui, les relations, on dirait, on va dire, entre les personnes, entre le public. Bon, après, oh, c'est très large, je pense. euh, alors là, comme ça, en médiation culturelle, il faudrait me définir à peu près ces médiation culturelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus poussé? Je pourrais vous citer un exemple, par exemple, que j'ai employé, qui était assez intéressant. À un moment, j'ai dû gamifier un TEDx, et donc dans le public, ce qu'on a fait, c'est assez simple.
à la base, on avait des intervenants qui proposaient notamment, qui avaient leurs livres, et on a pris les photos de ces intervenants, on les a découpés en trois, et on les a cachés finalement dans les guides qu'on donnait à l'entrée où normalement il y avait toutes les activités qu'il y aurait pendant TEDx. Et en fait, pendant la pause, on a dit à ces personnes, vous avez remarqué que vous aviez un morceau de photo dans votre guide. Si vous arrivez à recomposer les trois morceaux pour avoir un visage entier, vous gagnez le livre de l'intervenant. Et en fait, toutes les personnes se sont levées, ont commencé à dire j'ai la mâchoire de Robert, moi j'ai les cheveux de Sylvie. Et on a créé finalement, les personnes se sont mises à se parler, se sont mises à créer des groupes. Et quand elles se sont rassies dans la salle, elles se sont rassies ensuite en fonction des liens qu'elles avaient tissés et finalement des visages qu'ils ont réussi à recréer et autres. Donc, je sais que là, ça s'éloigne un tout petit peu sans doute de la médiation culturelle telle que vous l'entendez, mais c'est pour vous montrer que finalement, juste avec des photos découpées, on peut arriver à un objectif de créer du lien et sensibiliser les gens finalement à aller vers un livre et découvrir ensemble un nouveau domaine. Ouais, super, non, mais très bon exemple. Et Arto nous disait, oui, médiation culturelle égale un musée, par exemple. Mais je pense que ton exemple de TEDx, il est très bien pour ce sujet de médiation culturelle, quoi. Super. J'espère que ça répond à ta question, Arto, en tout cas. Alors, prochaine question, je ne vois pas aussi facilement le lien avec l'e-commerce, entre parenthèses, l'achat. Les users ne vont pas acheter une chose dont ils n'ont pas besoin pour, entre guillemets, collectionner ou, entre guillemets, être les meilleurs acheteurs. Une Eh question bien, d'Amandine. j'entends parfaitement, et effectivement, si on parle de jeu uniquement avoir des points, mais finalement à quoi ça sert les points? À un moment, j'ai travaillé sur un site de e-commerce justement où le principe, c'était plus vous achetiez des biens, plus vous gagniez des tokens, et ces tokens permettaient de faire ensuite des enchères sur d'autres biens qui n'étaient pas disponibles à la vente sur l'e-commerce, donc des biens premium. Si je pars sur un système de gamification comme ça, bah si, en fait, on s'aperçoit que dans les comportements, il y a des personnes qui vont commencer à ce que leur panier moyen, pour avoir un token, par exemple, c'est 10 euros un token, 20 euros, 3 tokens. Et ben, ils achetaient plutôt 20 euros que 10 euros pour avoir les 3 tokens et ensuite aller chercher le fameux bien qui était plus rare, le bien VIP, pour essayer justement d'enchérir dessus. Donc là, c'est un petit exemple qui permet de voir qu'en ajoutant un système de gamification, où on a presque une bourse ensuite des systèmes d'enchères, eh bien, on arrive à pouvoir booster les ventes sur un site d'e-commerce. Hmm. C'est en fait ajouter un peu un côté agréable à l'achat via le jeu, quoi. Bah, aujourd'hui, on s'aperçoit que si on a 10% de réduction au bout de 20 euros d'achat, parfois il y a Hmm. des gens, ils vont aller justement, ils vont aller chercher, tout comme les personnes qui disent frais gratuits de livraison, mais finalement, ils l'ont intégré dans le prix du bien. Tout ça, finalement, là, on ne parle pas forcément de gamification, hein, mais c'est des arguments de vente tels que le fait d'avoir des points pour pouvoir ensuite faire de l'enchère. Et surtout, le cœur, c'est que c'était des biens qui étaient VIP et qui n'étaient pas disponibles facilement à la vente ailleurs. Ok, super. Bon, c'est parfait pour la réponse. Après, il y avait une question d'Amandine. Comment le mettre en place pour le client en e-commerce? Des exemples d'illustrations. Voilà, typiquement, t'en as donné une. On en avait donné quelques-unes dans la présentation aussi. Est-ce que tu en aurais une en plus là qui te passe par la tête peut-être? Donc, un exemple pour des clients e-commerce. Ouais, un exemple pour des clients e-commerce. Bah, encore une fois, il faut savoir aujourd'hui ce qui intéresse votre cible. Imaginons que vous ayez une cible qui soit jeune. Euh, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de marques. Ils proposent par exemple de tester le produit et de venir. Le système des influenceurs, c'est pas mal basé en fait sur la base des systèmes de gamification, sur pas mal de choses. Le fait de, il arrive, vous lui proposez une expérience, une espèce de semi-partenariat, et finalement il peut y avoir un état ludique qui se crée avec les différents individus qui reviennent. Donc en général, c'est pour ça que là c'est difficile de définir sans avoir une cible précise, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait les intéresser, qu'est-ce que je pourrais leur proposer contre cette action et comment finalement je peux générer cet état un peu de jeu et ludique. On s'aperçoit, on va prendre l'exemple du jeu vidéo parce que c'est parfois plus parlant, qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent le jeu avant qu'il soit sorti et qui acceptent même de participer au développement du jeu avant qu'il ne soit sorti. Donc ils dépensent de l'argent pour les aider à le construire. Pourquoi? Parce que derrière, les mécaniques de jeu les poussent à avoir ce sentiment de ensuite, vous aurez par exemple des titres en jeu, vous aurez un meilleur statut, et on peut un peu le voir comme ça. Si dans l'e-commerce, au final, je pouvais devenir ambassadeur d'une marque, et si quand je suis ambassadeur d'une marque, je pouvais avoir ces statuts préférentiels. Une marque comme Apple, par exemple, pourrait, à mon avis, s'engager sur ce genre de choses, où les gens seraient fiers de dire, ouais, mais moi, je suis Apple Gold,
je suis Apple Platine, ce qui me permet d'avoir finalement une légitimité pour certaines choses. Vous voyez, finalement, quand on récompense ses utilisateurs, c'est pas forcément de l'argent ou un objet, ça peut être des relations sociales, finalement les mettre en lien avec d'autres personnes, comme ça peut être simplement booster leur estime et leur ego. Ouais, super clair. Merci beaucoup. Et une dernière question de Jérôme, peut-être pendant que je te la pose, Nathan, tu peux m'envoyer la présentation. Comme ça, je la D'accord. distribuerai là, juste avant 13h. La question, c'était auprès de qui Jérôme peut se tourner pour l'aider à développer ce principe de gamification dans son domaine. Donc le domaine de Jérôme, peut-être que tu peux nous donner ton domaine, Jérôme? Et après, alors la cuisine du monde, et le domaine de Jérôme, voilà, est-ce que tu vers qui il pourrait se tourner pour avoir une aide, voilà, dans le développement de sa gamification? Euh, Il y a deux axes, à mon sens. Le premier, c'est que assez facilement, si on cherche un peu sur Internet, on a pas mal finalement de boîtes qui se spécialisent de plus en plus en gamification, en service de gamification. Ça, c'est le premier point, et du coup, ce serait payant. Le deuxième point, c'est il y a de plus en plus de passionnés aujourd'hui de gamification. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un muscle, comme la créativité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le travaillent, et de vous rapprocher de ces communautés, vous trouverez forcément, vous pouvez avoir la chance de trouver quelqu'un avec qui il va accepter de co-construire. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent pour des écoles, des associations, voire même des particuliers. Donc, si jamais vous voulez venir me parler de votre projet, moi, ce sera toujours pour la curiosité intellectuelle de commencer à bosser dessus et de commencer à voir du moins les premières pistes. Mais Mmh. c'est plutôt à mon sens, c'est les deux grandes voies. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un milieu qui est encore assez ouvert pour que les personnes puissent échanger librement sur le sujet et essayer de construire ensemble. Car comme on l'a vu, ça peut être un peu de peinture. Ah, j'ai fait, tiens d'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus. Pour la Chinese Food Week, à un moment, on m'a demandé de gamifier un peu l'expérience. Donc sur la Chinese Food Week, ce qu'on a proposé, c'est que chaque table, donc c'est des individus inconnus, qui venaient pour découvrir pendant le temps d'une semaine les différents restaurants de la culture chinoise. Et du coup, il y a un petit jeu qui a été proposé, c'est qu'à la table, alors qu'on est avec d'autres inconnus à la même table, on a un petit papier et il y a un plat particulier, on doit retrouver tous les ingrédients sans se tromper. La table qui retrouve le plus d'ingrédients, et c'était à cocher, donc est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça, ce qui Mmh. permettait donc de simplement aider, et ben à la fin, on pouvait se dire, ah ben effectivement, toi, est-ce que tu penses qu'il y avait de l'ail? Est-ce que tu penses qu'il y avait ci, qu'il y avait ça? Il y avait un petit truc à gagner à la fin. Et du coup, ça a extrêmement bien marché, ça a permis de créer des liens et beaucoup de rire. Donc c'est un petit Mmh. exemple juste avec une feuille et un crayon sur du restaurant. D'accord. Et pour une partie plus, technique, tu aurais des préconisations, Alors pour une partie technique, si vous voulez aller vers de l'application, allez directement. Il y a pas mal aujourd'hui de développeurs, que ce soit des développeurs de jeux qui vont vous proposer et qui ont l'expérience en fait, qui vont pouvoir le faire. Euh, Et donc, je vous dirais de vous rapprocher plutôt de ces personnes-là. Là, j'ai pas de nom spécifique en tête, mmh, mais vous pouvez les trouver sur Internet. Voilà, juste faites attention qu'ils vous proposent un système qui soit adapté à vos besoins et pas le système tout fait qui mmh, refourgue à chaque fois à tout le monde. c'est ça. Et comme Nathan disait, c'est un sujet qui est encore assez jeune, où les gens sont assez motivés pour en discuter. Donc voilà, Jérôme, n'hésite pas à regarder un peu sur LinkedIn des experts en développement de ce type d'application. Et je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui seraient heureux de t'aider là-dessus. Voilà. Alors, Alors, on n'a pas plus de questions. mhm. De toute manière, on arrive à la fin de ce webinaire. Euh, J'attends juste la Euh, où présentation où est-ce de. que je peux le déposer du coup? Ouais, tu peux me l'envoyer directement par mail et comme ça, je vais la déposer direct Très bien. sur l'ordi. Comme ça, ouais, je vous invite à rester encore 2 petites minutes. Comme ça, je vous dépose la présentation. Voilà. Alors, Ouais. eh ben, écoutez, en tout cas, merci pour cette opportunité d'avoir pu échanger avec vous. Aujourd'hui, voilà, vous avez les bases de la gamification et moi, je conclus assez souvent par dire, bah voilà, faites-le d'une manière déontologique et maintenant, c'est surtout à vous de jouer.
voilà, vous avez toutes les pistes maintenant pour vous lancer. Merci en tout cas Nathan pour cette présentation, c'était vraiment très clair et on a eu pas mal de questions. Merci à vous aussi, l'audience. Je vous invite à nouveau voilà, à rester encore de petites minutes comme ça.